Alcool. La grande interview Europe 1 CNews, Pierre de Villeneuve. Et l'invité de la grande interview sur CNews et sur Europe 1, c'est Thierry Breton. Bonjour. Bonjour. Ancien commissaire européen et ancien ministre des Finances, Elon Musk a ouvertement apporté son soutien à Marine Le Pen hier en affirmant qu'elle était le dernier espoir pour la France. Vous avez qualifié cela d'ingérence. Pourquoi ? Non, j'ai dit, attention, la période des ingérences démarre. Mais j'ai rajouté, Elon Musk est parfaitement dans son droit. Au fond, c'est qui Elon Musk ? C'est un chef d'entreprise, bien entendu, mais c'est une personne privée. Et en tant que personne privée, il a parfaitement le droit d'apporter son soutien à qui il veut, même s'il n'est pas français. Maintenant, je fais deux observations. La première, si vous le voulez, c'est sur le fond. Est-ce que finalement Marine Le Pen est très contente ? J'en suis pas sûr. Quand je regarde les sondages, monsieur de Villeneuve, il y a eu des sondages qui ont été faits au Dexa l'année dernière, certes. 71% des Français estime qu'il est dangereux. Qui ? Elon Musk ? Oui, mais c'est partout en Europe. Le pire, c'est l'Italie. Vous vous souvenez l'Italie, Madame Meloni, qui était totalement, j'allais dire, au début, comment dire, de façon très pudique, elle avait l'air d'être tout à fait séduite par Monsieur Musk et par ce qu'il pouvait apporter en tant que chef d'entreprise. Aujourd'hui, 80% des Italiens estiment qu'il est dangereux. Vous avez vu qu'elle a fait un virage sur l'aile. Donc je ne suis pas du tout sûr qu'aujourd'hui... Vous pensez que c'est contre-productif pour Marine Le Pen ? En tout cas, si j'écoute ce sondage, il est partout en Europe, unanime. On est, au fond, nos concitoyens européens, et en particulier nos compatriotes français, estiment que Elon Musk, vous savez, avec sa tronçonneuse, etc., il a fait beaucoup de dégâts. C'est la tronçonneuse. Oui, mais lui aussi, il avait une tronçonneuse pour démontrer ce qu'il a fait avec Doge. Vous vous souvenez de Doge ? Je parle de l'original, pas de la copie. Il l'a copié. Il l'a copié, et visiblement, certains, mais encore une fois, je ne me mets pas à la place de nos compatriotes. Moi, je sais ce que je dois en penser, je le connais bien. Mais nos compatriotes estiment que finalement, il est dangereux. Maintenant, sur le fond, parce que c'est important, sur le fond, il utilise, encore une fois, il a le droit de faire ce qu'il veut, et dans n'importe quel support et média. Il utilise un réseau. Ce réseau, c'est le réseau X. Et ce réseau, il est réglementé en Europe, parce qu'on offre la possibilité, évidemment, à tout le monde de venir vendre ses services à nos compatriotes et à nos concitoyens européens, mais il y a un certain nombre de règles, parce qu'évidemment, c'est un réseau systémique. Et là, il faut faire attention, parce que ce réseau, il est, encore une fois, organisé. Et dans le DSA, vous savez, le DSA, qui me vaut aujourd'hui d'être interdit de séjour aux États-Unis, qui a été, encore une fois, fait, c'est pas le programme de Thierry Breton. Vous avez réglementé les plateformes au niveau européen. Non, c'est pas moi qui ai réglementé. J'ai fait uniquement ce que m'ont demandé nos co-législateurs. Il y a un rapport là-dessus. Oui, non, pas un rapport. C'est encore une fois, on a proposé un texte qui a été voté par le Parlement européen à 90%. Ça veut dire que vous êtes à l'origine des propositions. Oui, c'était mon travail. C'était votre proposition. Mais ceux qui l'ont voté, commissaire européen. Ceux qui l'ont voté, ce sont les parlementaires européens. 90%, c'est-à-dire tout parti confondu, il faut dire les choses comme elles sont, et 100% des États membres. Et ce DSA dit tout simplement que on ne peut pas utiliser une plateforme qui est réglementée parce qu'encore une fois, elle est systémique, pour, par exemple, intervenir dans des élections en modifiant l'algorithme. Donc la seule chose que je dis, attention, dans cette période électorale, les algorithmes ne peuvent pas être modifiés pour pouvoir éventuellement juste son soutien. Alors, ça n'est pas parce qu'il apporte son soutien que la communauté de X va tout d'un coup trafiquer les élections présidentielles futures. Je ne fais que rappeler dans mon tweet que dans cette période dans laquelle nous entrons, il va falloir que tous ceux qui utilisent donc des réseaux fassent attention que les algorithmes n'aient pas été modifiés. Et le dernier point, pour en finir, si vous le permettez, Elon Musk, il a 240 millions de followers, comme on dit dans notre jargon. C'est-à-dire de personnes qui sont abonnées. 240 millions. On ne sait pas du reste comment ils sont arrivés. L'homme le plus riche du monde, il y a Ça n'a rien à voir. On ne sait pas comment, parce que moi je l'ai connu quand il avait pratiquement pas de followers sur X, et d'un seul coup il a eu 240 millions. Il y a des questions qui peuvent se poser, de savoir si jamais c'est naturel, c'est tombé du ciel. Non, des questions méritent d'être posées, mais je ne dis rien d'autre. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on a 240 millions de followers et qu'on soutient, où on pousse un message, et bien évidemment, par exemple, ce message dont vous parlez, il a été vu 7 millions de fois. Pas moins. Vous savez, Barack Obama a apporté son soutien à Emmanuel Macron. Il avait sans doute, comme vous dites, un certain nombre de followers puisque c'était le président des États-Unis. Je vous ai pas entendu parler d'ingérence. Alors, Monsieur de Villeneuve, moi, ce que j'aime bien sur votre chaîne, c'est qu'on est toujours précis et on laisse le temps aux invités d'être précis. Barack Obama, il a effectivement apporté son soutien à Emmanuel Macron le 4 mai 2017. Et le 4 mai 2017, Monsieur de Villeneuve,
il n'était plus président des États-Unis. Non, mais il était ancien président. Ah oui, c'est une personne privée. Donc il a eu le droit de le faire. Comme Monsieur Musk a le droit de le faire. C'est pour ça que je veux dire, on oppose ça. Très bien. Maintenant, est-ce que Barack Obama a eu raison? J'en suis pas sûr. Mais ça lui appartient. Très bien. Mais ça lui appartient. C'est bien de vous l'entendre dire aujourd'hui. Ce n'est pas de l'ingérence, c'est une personne privée. Mieux vaut tard que jamais. Et je dis enfin que aujourd'hui, vous pouvez éventuellement acheter sur X, le fait de pousser un message, ça coûte aujourd'hui 600 € pour 100 000 vues. Vous voyez le message de Madame qui poussait Madame Le Pen. Encore une fois, donc je ne suis pas sûr qu'elle soit très heureuse. Il a été vu 7 millions de fois. Ça veut dire que ça fait 45 000 €. Donc il va falloir regarder tout ça attentivement. Thierry Breton, je sais qu'on a le temps de répondre, mais l'interview dure quand même un certain temps et malheureusement j'ai beaucoup de questions à vous poser. Est-ce que dans la même veine que 3 sénateurs qui proposent un rapport sur les zones grises de la désinformation, vous êtes pour la création d'un ministère de la vérité? Mais non, pas du tout. Enfin, tout ça, ça n'a aucun sens. Encore une fois, donc ce rapport est inutile. Mais pour moi, ça n'a aucun sens. On a mis des règles. Vous savez, il faut revenir à des principes de base. La liberté d'expression, c'est quelque chose qui est extrêmement important chez nous, en Europe. Et ici, à CNews en particulier, c'est notre slogan. Chez nous, en Europe, pour tout le monde, c'est très important, en particulier en France. Alors maintenant, elle est encadrée par un certain nombre d'éléments qui sont liés à notre histoire. Par exemple, on n'a pas le droit de proférer des propos antisémites. On n'a pas le droit de faire l'apologie du terrorisme. Parce que c'est lié à notre histoire. Aux États-Unis, il y a le premier amendement. On a pratiquement le droit de tout dire. Mais ça, c'est leur histoire. Donc voilà, nous, encore une fois, c'est très important qu'on soit attaché à la liberté d'expression. Mais enfin, de grâce, on va pas revenir au temps du ministère de l'Information. 2 perspectives s'offrent aux Français, Thierry Breton, dans un avenir proche ou immédiat. La présidentielle avec une inflexion très marquée vers le RN, donné gagnant au premier et au second tour. Et dans l'immédiat, pour le gouvernement, de s'accorder sur un budget. Le déficit public est estimé à 5% pour 2026. Il pourrait atteindre jusqu'à 6,8% en 2030. David Amiel, le ministre des Comptes publics, appelle à un budget de sauvegarde républicaine. L'an passé, des scénarios comme l'année blanche, comme le scénario des 12e provisoires avait été évoqué. Est-ce qu'on repart là-dessus pour 2027 ? Je vais vous dire mon sentiment. On rentre dans une période qui est existentielle, je dirais, par rapport à la position, à la posture de la France, de notre pays. On n'est plus capable de faire un budget en dessous de 5% de déficit. C'est absolument inacceptable, inadmissible. Pour donner les chiffres... On a une configuration du Parlement qui est particulière et inédite. Et absolument, vous avez raison, c'est cette fragmentation, donc il faut gérer cette fragmentation. Elle n'est pas uniquement liée à une spécificité française. Elle est aussi... Tiens, on parlait des réseaux tout à l'heure. C'est aussi sans doute lié au fait que maintenant, par les réseaux, on peut s'exprimer, on peut faire vivre des communautés et précisément s'exprimer. Donc cette fragmentation est une partie, et maintenant c'est une donnée inhérente à notre classe politique, me semble-t-il. Donc il faut trouver un modus vivendi pour vivre ensemble. C'est quoi ? C'est la règle d'or. C'est déjà ce que là j'ai proposé. Pour le budget qui arrive. Bien entendu, il faut septembre, alors pas la mettre en place. On peut pas la mettre en place. Mais encore une fois, moi c'est ce que je fais. Pour attendre la présidentielle. Moi, ce que je fais, c'est que je vais voir tous les chefs de parti de là où je suis, évidemment. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur la règle d'or ? Ils limite à 1% le déficit. Ils m'écoutent tous. C'est une proposition. Encore une fois, c'est une proposition que j'ai posée sur la table pour que les partis des principaux partis politiques, les présidents de partis des principaux partis politiques français s'accordent pour mettre de la discipline, comme les Allemands l'ont fait, tous partis confondus, comme beaucoup de pays l'ont fait. Quand on est à cette fragmentation, on se dit il faut une trajectoire. Vous êtes allé voir les différents. Eh bien, ils m'écoutent positivement. Et puis je suis pas leur petit messager, donc vous les interrogerez. Mais je peux vous dire que tous ceux que j'ai vus, et j'en ai vu beaucoup, je les ai pratiquement tous vus, sauf le parti de Monsieur Mélenchon, qui ne m'a pas demandé de venir le voir. Sans ça, je le verrai évidemment. Et l'idée, c'est de se mettre de la discipline pour que, effectivement, d'un point de vue constitutionnel, alors c'est pas la rigueur. Vous voyez, par exemple, là, on va avoir, moi j'ai fait le cheminement. Donc le cheminement aujourd'hui, c'est d'arriver à 1% de déficit en 2032, dans 5 ans. Ça veut dire des efforts qui sont des efforts tout à fait acceptables. C'est pas la rigueur, mais c'est de la discipline. Et c'est une discipline qu'on va mettre de façon constitutionnelle. Et en attendant, pour ce budget qui arrive, qui est avant la présidentielle, ma recommandation, une année blanche ? Non, certainement pas. Ma recommandation, c'est de commencer tout de suite. Donc là, moi j'estime qu'on sera plus de 5% de déficit. Vous voyez, je suis parti. Donc la proposition que j'ai faite, j'ai travaillé, c'est 4,8%. Il faut travailler sur un budget à 4,8% en 2027. Ça veut dire en gros une trentaine de milliards. Ça veut dire qu'on engrange, on engrange quand même 1500. On va engranger cette année 1530 milliards. Ça veut dire faire 30 milliards d'économies sur 1530 milliards. Voilà, c'est beaucoup, mais c'est quand même faisable.
30 milliards sur 1500 milliards. Oui. Voilà ce que je propose. 30 milliards, on donne déjà 17 milliards à l'Ukraine. Est-ce que c'est une bonne dépense est-ce que c'est un bon signal pour les Français qui n'ont jamais été autant ponctionnés par les impôts de s'entendre dire qu'on va donner 17 milliards à l'Ukraine? Alors, monsieur Villeno, on ne donne pas 17 milliards à l'Ukraine, je le redis, c'est bien, encore une fois, là, c'est bien parce qu'on peut être précis. 90 milliards d'aide européenne, 17 c'est 90 milliards de prêts. Oui. Attention, c'est l'Union européenne. Non, mais c'est très important. C'est un prêt. L'Union européenne va faire 45 milliards par an. On va demander aux Ukrainiens de rembourser immédiatement. Non, c'est pas les Ukrainiens ni qui vont rembourser. C'est gagé sur l'argent que les Russes ont aujourd'hui en Europe. Il y en a pour 213 milliards. Donc c'est gagé sur cet argent. Il va y avoir des dommages de guerre parce qu'évidemment, dans cette guerre d'agression, c'est évidemment la Russie. C'est pas la même caisse. Non, c'est pas que c'est pas la même caisse. C'est qu'encore une fois, c'est un prêt gagé sur ces avoirs russes qui sont en Europe et qui seront remboursés. Donc les 17 milliards, c'est qu'il y a uniquement un engagement de dire si, in fine, dans 10 ans, dans 15 ans, il n'y avait pas de remboursement, il y a un appel au recours. Donc c'est pas ce n'est ni dans une ligne budgétaire, ni dans de la dette, c'est 17 milliards, c'est uniquement la partie que chaque pays, et donc au prorata de la France, donc a garanti au cas où là, les avoirs russes ne suffiraient pas. Il y en a pour 213 milliards, ils suffiront. En attendant une fin de la guerre, effectivement, cette probabilité ou cette possibilité de se voir retourner cet argent, vous dites ponctionner sur les Russes, en attendant, la guerre n'est pas finie. Elle n'est pas finie et je suis le premier à le regretter, du reste. Je me souviens que Donald Trump avait dit qu'il la finirait en 24 heures. Vous comptiez sur lui ? Mais bien sûr qu'on l'espérait tous. Vous comptiez sur lui? Mais je n'ai pas à compter ni pas à compter. Je l'espérais et je constate qu'il n'en est rien et qu'au contraire. Alors en revanche, vous vous souvenez ce qu'il disait de Volodymyr Zelensky il y a un an? You don't have the cards. C'était à la Maison Blanche. Vous n'avez pas les cartes, taisez-vous. Et là maintenant, il dit finalement Zelensky, c'est un type formidable. C'est l'un des meilleurs chefs d'État que nous ayons. Comme quoi, il peut changer. Une usine de missiles patriotes en Ukraine. En plus, comme quoi il peut changer. Voyez-vous, mais enfin on a toujours la guerre. En tout cas, vous n'êtes pas le seul à alerter sur les finances. Bruno Le Maire, l'ancien ministre des Finances, estime que nous devons tourner la page de l'État-providence. Bruno Le Maire qui, par ailleurs, insiste très fortement sur la nécessité de retrouver un couple franco-allemand. Aujourd'hui se tient un conseil des ministres franco-allemands à Augustusburg, c'est près de Cologne. Nos confrères des Échos vont même jusqu'à dire que Macron et Merz sont sur les pas de De Gaulle et d'Adenauer. Le couple franco-allemand, c'est pas une idée du passé ? C'est une idée où c'était, encore une fois, c'était le moteur de la réconciliation. C'était parce que moi, c'était parce que je l'ai vraiment vu moi-même et j'en suis le premier à le déplorer, mais il faut en prendre acte. Aujourd'hui, ce couple, il ne marche pas. Ça a été le moteur de la reconstruction européenne. Au fond, on a bâti aussi notre projet européen sur le thème plus jamais ça. Il ne marche pas parce que les Allemands n'ont pas besoin des Français, même si les Français pourraient avoir besoin des Allemands. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La France ne tient plus ses engagements budgétaires depuis maintenant 15 ans. Elle dit qu'elle va faire quelque chose, elle ne le fait pas. La France a perdu, et je suis le premier à le regretter, et à me battre pour qu'on retrouve cette capacité. Parce que notre pays est un pays qui est important, dont la voix est importante, et aujourd'hui sa voix n'est plus à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Pourquoi ? Parce que la France ne tient plus ses engagements. Et c'est effectivement ce que l'Allemagne nous reproche, mais ils ne sont pas les seuls. Donc oui, je suis de ceux qui disent il faut absolument qu'on retrouve la maîtrise de nos finances publiques. D'abord, parce qu'on ne peut plus faire payer nos enfants comme ça. Et puis ensuite, parce que d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue de la posture de la France, c'est absolument nécessaire. Maintenant, sur le couple franco-allemand, eh bien oui, je suis le premier à le dire. Il va falloir vraiment qu'on dépense beaucoup d'énergie pour pouvoir rebâtir quelque chose qui fonctionne, parce que dans tous les domaines aujourd'hui, on est quasiment orthogonal, il faut le dire. Et je suis le premier à le regretter. Regardez ce qui s'est passé sur la défense, regardez ce qui s'est passé sur le SCAF, regardez ce qui s'est passé sur le Mercosur, regardez... Et donc, ça veut dire qu'on manque de leadership. Mais il faut du leadership. Pourquoi limiter l'Europe à juste l'Allemagne ? Il y a d'autres partenaires européens. Mais vous avez parfement raison, on est 27. La Pologne, par exemple, va bientôt dépasser la richesse de la France. L'Italie a déjà dépassé la France en richesse. Alors non, la richesse, non. Le PIB, là, on est très très loin. Non, pardon. La richesse, c'est le PIB. Le PIB, la Pologne ne peut pas dépasser le PIB de la France et l'Italie non plus. En revanche, la Pologne est effectivement un grand pays. L'Italie souffre beaucoup plus qu'on le dit d'un point de vue économique, mais voilà, non, on est quand même toujours la deuxième économie de la zone euro et on le restera. En revanche, je le redis, puisque vous m'interrogez là-dessus, et il est urgent aujourd'hui de reprendre son bâton de pèlerin pour bâtir une relation équilibrée. Encore une fois, on ne peut pas réduire l'Europe à la relation franco-allemande, mais en revanche, une relation franco-allemande qui est orthogonale sur tant de sujets,
c'est un véritable problème pour nous en Europe. C'est un sujet qu'il faudra évidemment régler lors de la prochaine présidence. En parlant d'Allemagne, que dire de l'ONG Sea-Watch qui sciemment transborde des migrants en pleine mer depuis un bateau de passeurs? C'est une façon de régler le problème migratoire en Europe. Jordan Bardella s'insurge. Il reprend cet article du Figaro et appelle les autorités à confisquer les navires, dénonce une mafia des passeurs. Qu'est-ce qui se passe sur ce problème-là? Mais non, mais encore une fois, on sait que certaines ONG, je ne veux pas porter de jugement sur les uns sur les autres, je ne connais pas assez le sujet, celui-ci en particulier, donc il faut le regarder en détail. En revanche, ce qui est clair, c'est que il faut veiller effectivement à ce que certains qui veulent faire de la communication là-dessus ne le fassent pas. Je ne pense pas que ce soit le cas. On ne peut pas, encore une fois, instrumentaliser cette misère pour pouvoir faire passer des messages ici ou là. Je crois là encore, on a mis en place maintenant un pacte migratoire. On va essayer de voir, c'est un progrès. C'est pas encore parfait. Et c'est au niveau européen. C'est un progrès. Il faut le voir, et du reste, beaucoup s'en sont félicités, parce que c'est un sujet qu'on ne peut pas négliger. Maintenant, les opérations de communication, quelles qu'elles soient, je m'en méfie. Toujours sur les relations entre les pays, la France et l'Algérie, l'ambassadeur français est de retour à Alger, 250 000 visas annoncés aux Algériens, l'ambassadeur Romaté va rentrer dans une relation apaisée, sans visa consulaire en échange pour les rapatrier des ressortissants algériens. Christophe Glaise qui est toujours incarcéré. Est-ce que c'est une relation équilibrée? Non, mais c'est une relation qui est historique, encore une fois, par rapport à notre passé. On connaît les accords d'Évian, on sait ce qu'il disait aussi. Bien sûr qu'il faut revenir de tout ça, sur tout ça. Mais comment? Eh bien, c'est encore une fois, alors, vous voyez, on est dans une période où il va falloir remettre ces sujets de façon... Mais est-ce qu'on a raison d'y aller de façon apaisée? Mais j'ai entendu l'ambassadeur Romaté qui critiquait à demi-mot l'action notamment de Bruno Retailleau quand elle était ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il faut une relation avec des muscles ou est-ce qu'il faut une relation en effet apaisée en attendant que ça se passe? Il faut une relation apaisée pour rééquilibrer les relations qui datent, encore une fois, je le dis, de notre passé, y compris des accords d'Évian, parce que c'est ça évidemment dont on parle. Il faut se poser la question si après tant d'années, il faut les revoir de façon un peu plus équilibrée. Mais pour ça, il faut quoi? Il faut du temps. Il faut donc, je crois, 5 ans. On va pas pouvoir faire ça en 10 mois. Mais c'est un sujet qu'il faudra poser sur la table. Christophe Glaise dans les geôles algériennes pas. Il faut continuer, certainement pas. J'ai pas dit pendant 5 ans. J'ai dit encore une fois qu'il faut effectivement poser ces problèmes de façon sérieuse et pas, je dirais, à l'emporte-pièce juste avant des élections présidentielles. Ça fait partie des sujets effectivement qu'il faudra traiter au cours du prochain mandat de façon apaisée, parce que la relation avec l'Algérie mérite d'être apaisée, et elle ne l'est pas aujourd'hui, je le constate comme vous. On parlait de Donald Trump tout à l'heure, Donald Trump qui a tenu un discours sur justement l'état des États-Unis. Il a lancé cette nuit le Save American Act qui propose de changer les règles électorales. Par ailleurs, il tacle la Chine comme étant le principal fossoyeur de données personnelles dans le monde. Quelle est sa stratégie? Alors évidemment, il parle d'ingérence. Il parle d'ingérence électorale. Tiens, nous y revoilà. Alors, on constate notamment que les États-Unis font de l'ingérence, en particulier. J'avais dû apporter le document de sécurité nationale là, de novembre 2025, dans lequel c'est la politique américaine, dans lequel on dit qu'on va s'appuyer sur les partis patriotiques, c'est-à-dire d'extrême droite en Europe, pour pouvoir faire passer la politique américaine. Ça, c'est écrit dedans. Bon, si c'est pas de l'ingérence, je sais pas ce que c'est. Mais maintenant, il critique l'ingérence en ce qui le concerne. En tout cas, il met en garde, soi-disant parce que les Chinois, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, auraient pu éventuellement avoir accès ou peut-être même voler. Il cite un chiffre gigantesque de plusieurs millions donc d'électeurs, de cartes d'électeurs, enfin que sais-je. Qu'est-ce qu'il nous dit effectivement? On est à quelques mois des élections donc de mi-mandat, dont on sait qu'elles risquent d'être difficiles. Il commence à alerter sur les risques d'ingérence. On va voir ce que ça veut dire. Donc c'est tout frais, c'est tout chaud, c'est arrivé il y a quelques heures. Est-ce que c'est une guerre de données entre les États-Unis et la Chine? Il faut être très vigilant. Une guerre de communication? Il faut être extrêmement vigilant. Je nous invite tous à l'extrême vigilance là-dessus. J'espère que ce n'est pas un signe précurseur du fait qu'il voudrait, je ne sais pas, lancer je ne sais quel état d'urgence à quelques semaines des élections. Mais là, je fais une uchronie. Donc vous voyez, je suis très prudent. Mais je suis
comme vous, je dois dire que ce discours m'a interpellé, et quand ça m'interpelle, Et généralement, je creuse et je suis prêt à revenir en parler. Lorsqu'on va creuser, c'est sorti il y a quelques heures seulement. Et sur le détroit d'Ormuz, qui est bloqué à la fois par les Iraniens et les Américains, avec une conséquence bien sûr pour nous autres Européens et le prix de l'essence qui commence doucement à augmenter. Quel est votre avis? Mais mon avis, c'est que les États-Unis avaient une vraie connaissance de l'Iran, et notamment au sein de l'administration américaine. Mais on en revient à ce qu'on a dit. Doge, ce fameux Doge d'Elon Musk, ils ont renvoyé tous les spécialistes, et on se retrouve aujourd'hui devant des Iraniens qui, eux, sont hélas, et je suis le premier à le regretter, parce que depuis 47 ans, on voit ce qu'ils font vivre à leur pays. Et aussi, par parenthèse, aussi dire que pendant à leurs voisins. 47 ans, ils ont préparé... Je peux vous dire qu'ils ont préparé, ils sont professionnels. En face, il n'y a plus de professionnels aux États-Unis, alors c'est peut-être des personnes très méritantes. Il n'y a plus de professionnels. Au niveau diplomatique, sur ces questions, non. Ils ont tous été renvoyés. Donc, effectivement, on a Monsieur Witkoff. Vous diriez quoi? C'est une politique d'amateur? Mais en tout cas, vous avez vu... C'est très grave ce que vous dites. Non, c'est pas grave. Je regarde ce document. C'est pas moi qui le dis, c'est le Wall Street Journal ou le New York Times. Donc, ce document... les dires de nos confrères. Oui, bien sûr. Et donc, je l'ai redit à votre antenne ce matin. Ce qu'ils disent, en tout cas, c'est que cet accord, ce fameux accord qui a été signé à Versailles, eh bien, il était peut-être, comme disent certains, il était peut-être pas aussi stabilisé qu'on veut le dire. En tout cas, la preuve en est que, effectivement, la conflictualité dans le détroit d'Ormuz est toujours là. Je ne suis pas de ceux qui disent que ça veut dire que la guerre va redémarrer, mais je pense qu'on est rentré dans cette période d'instabilité encore pour un certain temps. Et là encore, patatras, les paix signées par M. Trump en 24 heures, ça n'a pas l'air de marcher. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Thierry Breton. Bonne journée. Merci. Merci Pierre de Villeneuve, merci Thierry.